J'arrivais à la soirée de remise de diplôme de l'école de droit de ma femme, une fête dont j'avais payé l'intégralité des frais, mais les portes du lieu de réception étaient fermées à double tour. J'ai appelé ma femme. Elle m'a dit que la fête s'était terminée il y a 2 heures. Tu n'étais pas invité, en fait. Puis, sur ses réseaux sociaux, j'ai vu une publication où elle remerciait son patron de l'avoir soutenu financièrement pendant ses études. Alors, j'ai tranquillement fait demi-tour. J'ai annulé tous les paiements et vendu mes 90% de parts dans l'entreprise de son nouveau petit ami, d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. Quelques minutes plus tard, mon téléphone était en feu avec 156 appels manqués, et quelqu'un martelait la porte de mon appartement. C'est ainsi que je me sentais plutôt satisfait de moi-même, au volant de ma Mercedes classe S, glissant sur les Champs-Élysées. Ce soir, c'était la fête de remise de diplôme d'Élodie, ma femme, de l'université Panthéon-Assas. La réception se tenait dans la somptueuse salle de bal de l'hôtel de Bristol, un de ces endroits où une seule soirée coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. 50 000 € pour une nuit. Et comme ma femme avait des goûts de luxe en matière de champagne et un concept du budget proche de zéro, tout était premium. Peu importait pour moi. J'aurais payé le double pour voir son visage s'illuminer de joie en entrant dans la salle. Le trio de jazz qu'elle avait personnellement choisi devait être en train de s'échauffer, et le traiteur mettait la touche finale à ces ridicules, petits fours rehaussés à la feuille d'or sur lesquels elle avait insisté. C'est une célébration unique dans une vie, m'avait-elle dit, en clignant de ses magnifiques yeux bruns. Il faut que ce soit parfait. Et moi, idiot aveuglé par l'amour, j'avais hoché la tête et sorti ma carte Visa Infinite sans la moindre hésitation. Pour un vendredi soir à Paris, la circulation était étonnamment fluide, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Normalement, se rendre à un événement dans le 8e arrondissement à l'heure de pointe, c'est comme se frayer un chemin dans de la mélasse tout en étant assailli par des chauffeurs de taxi irascibles. Mais ce soir, tout était lisse, trop lisse. J'ai garé ma voiture devant la salle de réception et j'ai su immédiatement que quelque chose clochait. L'endroit était plus sombre que l'âme de mon ex-belle-mère. Pas de voiturier, pas de lueur chaude se déversant sur le trottoir. Juste le silence et les ombres, là où le brouhaha des célébrations aurait dû résonner. Mon intuition se met à danser une gigue agaçante chaque fois que les choses sont sur le point de mal tourner. J'ai garé la voiture et me suis dirigé vers l'entrée principale, le claquement de mes chaussures italiennes sur le pavé sonnant comme un compte à rebours. La porte était fermée. Pas seulement, on est un peu en retard fermé, mais plutôt, personne n'est venu ici depuis des heures fermées. J'ai collé mon visage contre la vitre, protégeant mes yeux de la lueur des lampadaires avec mes mains. Vide. Complètement, absolument, terriblement vide. Mon téléphone était déjà dans ma main, avant même que mon cerveau n'ait pleinement traité ce que je voyais. Numéro 1 en composition rapide. Élodie. Directement sur la messagerie vocale. Sa voix était vive et enjouée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Élodie. Je suis probablement en train de faire quelque chose de fabuleux et je ne peux pas répondre. Laissez un message et je vous rappellerai quand je pourrai. Même sa messagerie vocale était arrogante. J'aurais dû voir les signaux d'alarme il y a des années. J'ai continué à rappeler. À la 4e tentative, elle a finalement décroché. Oh, chérie. Sa voix était légère, presque musicale. En arrière-plan, il y avait du bruit, des rires, le tintement des verres, tout ce qu'on attend d'une fête en plein essor. Élodie, où es-tu? Je suis devant la salle de réception, tout est noir et les portes sont verrouillées. Un instant de silence. Puis ce rire que je trouvais autrefois adorable, mais qui maintenant sonnait comme des ongles sur un tableau noir. Oh, ça? La fête s'est terminée il y a 2 heures. Tu n'étais pas invité, en fait. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises transportant une cargaison de « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça, pas invité? J'ai tout payé, je sais. Et c'était magnifique, tout le monde s'est tellement amusé. Le trio de jazz était parfait, au fait. Excellent choix. Sa voix était si désinvolte, si factuelle, comme si elle parlait de la météo ou commentait un repas correct au restaurant. Élodie, c'est de la folie. Tu, cliques. Elle avait raccroché, comme si j'étais un télévendeur essayant de lui vendre une extension de garantie pour une voiture qu'elle ne possédait même pas. Je suis resté là, sur le trottoir, à regarder mon téléphone comme s'il m'avait personnellement trahi. Des voitures passaient,
Des gens se dépêchaient vers leur projet du vendredi soir, et la ville bourdonnait comme si de rien n'était. Mais mon monde venait de sortir de son axe. C'est là que j'ai commis ma deuxième erreur de la soirée. J'ai ouvert Instagram. Il y avait une publication datant de 45 minutes. C'était une photo d'Élodie, portant la robe champagne dorée que je lui avais achetée le mois dernier dans une boutique de l'avenue Montaigne, celle qui coûtait plus cher au centimètre carré de tissu que ce que la NASA dépense en isolation thermique. Elle était éblouissante, je devais l'admettre. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et elle rayonnait de bonheur. Et elle embrassait Benoît Lambert, son patron. Putain de Benoît Lambert, l'associé senior du cabinet d'avocats où elle travaillait. Le type dont elle parlait sans cesse depuis des mois. Oh, Maître Lambert pense ceci, Maître Lambert suggère cela, Maître Lambert est un esprit juridique si brillant. J'avais commencé à l'appeler intérieurement. Maître Lambert a dit, il y a des mois, parce que son nom revenait dans toutes les conversations. Mais le vrai coup de grâce, c'était la légende, sous la photo. Je n'y serais jamais arrivé sans vous, mon mentor, mon soutien, tout au long de mes études, à Assas. Benoît Lambert, mon soutien. Mon putain de soutien. J'avais payé chaque centime de ses frais de scolarité pendant 3 ans. J'avais payé son loyer, les mensualités de sa voiture, ses virées shopping, ses week-ends, entre filles à Deauville et Saint-Tropez. J'avais été son distributeur automatique de billets ambulants pendant toute la durée de notre relation, et elle remerciait Benoît Lambert de l'avoir soutenu pendant ses études, un type qui ne lui avait probablement jamais rien payé de plus cher que son café Starbucks. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai entendu le boîtier craquer. Le sang me montait aux oreilles, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir sur le trottoir. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une humiliation glaciale, servie avec une garniture d'embarras public. Toutes les personnes qui comptaient pour elle étaient à cette fête. Ses amis d'Assas, ses collègues, probablement la moitié du barreau de Paris. Et ils pensaient tous que Benoît Lambert était son mécène. Les commentaires affluaient déjà, des émojis avec des cœurs dans les yeux, des messages de félicitations, des gens qui taguaient leurs amis pour leur dire de regarder ce couple magnifique. Un commentaire m'a retourné l'estomac. Enfin, c'est officiel entre vous deux. Vous êtes si beaux ensemble. Enfin. Il s'était posé la question. Depuis combien de temps cela durait-il? J'ai parcouru d'autres photos de la fête. Il y en avait une d'Élodie, faisant un discours que je l'avais aidé à écrire, d'ailleurs, remerciant tout le monde pour leur soutien. Une autre où elle coupait le gâteau sur mesure, absurdement cher que j'avais commandé chez ce pâtissier de luxe du Marais. Une photo de groupe avec ses amis de la fac, des clichés du trio de jazz, des gens dansant et riant, passant littéralement le meilleur moment de leur vie à mes frais. Et sur chaque photo où le couple apparaissait, Élodie était avec Benoît. Son bras autour de sa taille, sa main posée sur sa poitrine. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un film romantique, où deux jeunes avocats à succès tombent amoureux au milieu de dossiers et de café tard le soir. Je me suis détourné de la salle de réception verrouillée. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à voir. La fête était terminée, à plus d'un titre. En retournant à ma voiture, j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur était toujours vive, brûlante, mais en dessous, quelque chose de plus froid, de plus calculateur, prenait forme. Élodie pensait être très intelligente, d'avoir réussi ce petit tour de passe-passe. Elle pensait pouvoir m'effacer de l'histoire de sa réussite et me remplacer par son nouveau petit ami, comme si je n'étais qu'une note de bas de page gênante dans son autobiographie. Mais il y avait une chose que ma chère épouse ne savait pas. Une chose qui allait devenir très, très importante. Je ne dépense pas mon argent à la légère. Chaque euro que je dépense, chaque investissement que je fais, chaque décision financière qui affecte ma vie est documentée, suivie et enregistrée avec la précision d'un horloger suisse. Et Benoît Lambert, eh bien, disons simplement que notre relation était bien plus profonde qu'Élodie ne l'imaginait. Le trajet de retour à mon appartement fut un enchaînement de feux rouges et de visions en tunnel dû à la rage. Je me souviens à peine d'avoir navigué dans les embouteillages parisiens. Normalement, conduire dans cette ville exige la concentration d'un neurochirurgien et la patience d'un moine. Mais ce soir, j'aurais pu conduire les yeux bandés à travers un chantier de démolition sans m'en rendre compte. Monsieur Martin,
Le gardien de notre immeuble m'a salué d'un geste amical comme d'habitude, mais j'ai vu l'inquiétude poindre sur son visage en me voyant de plus près. « Monsieur Moreau, avez-vous dîné? Tout va bien? »« Parfaitement, monsieur Martin. Je vis un rêve. » Ma voix était plate, sans émotion. Même moi, je pouvais entendre à quel point je sonnais comme un mort-vivant. La montée en ascenseur jusqu'au 30e étage a semblé durer une éternité. J'ai vu mon reflet dans les portes en acier poli, et je me suis à peine reconnu. Mes cheveux habituellement impeccables étaient en désordre, ébouriffés par mes mains, ma cravate était de travers, et mes yeux avaient le regard vide de ces soldats, sous le choc qu'on voit dans les documentaires de guerre. Mais dès que j'ai ouvert la porte d'entrée de mon appartement, oui, mon appartement, celui que j'avais acheté, payé et décoré selon mes goûts, quelque chose en moi a commencé à se durcir. Ce n'était pas la fin. Loin de là. L'endroit était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Impeccable, ordonné, totalement sous mon contrôle. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la Seine, les lumières de la ville scintillant comme des joyaux bon marché éparpillés sur du velours noir. Le mobilier moderne, tout en lignes épurées et matériaux nobles, pas une seule de ces antiquités encombrantes qu'Élodie avait voulu imposer. Ça ajoutera du caractère, avait-elle dit. Oui, il s'est avéré que c'était elle qui manquait de caractère. J'ai versé 3 doigts de Macallan 25 ans d'âge, une excellente bouteille que je réservais normalement à la conclusion d'un contrat important. Et je suis allé directement à mon bureau. Cette pièce était mon sanctuaire, ma forteresse de solitude, mon quartier général. Tout y était exactement à sa place, organisé avec cette précision obsessionnelle qui avait fait mon succès. Le bureau était une œuvre d'art, fait de noyers recyclés provenant d'une grange du XIXe siècle en Bourgogne, fabriqué sur mesure par un artisan parisien qui facturait au mètre carré plus que la plupart des appartements parisiens. Mon ordinateur portable était placé exactement au centre, flanqué de 2 moniteurs identiques et d'un système de sonorisation qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Les étagères étaient remplies de biographies d'affaires, de guides d'investissement et de textes juridiques que je lisais réellement, contrairement à d'autres qui se contentent de poser pour des photos Instagram. Mais la pièce maîtresse était enfermée dans le tiroir inférieur de mon bureau, comme une relique précieuse, mon classeur en cuir noir de gestion de patrimoine. Je l'ai sorti et l'ai posé sur le bureau avec la révérence que l'on accorde à un objet religieux. Ce classeur contenait 3 ans de comptabilité méticuleuse. Chaque transaction y était documentée avec un détail obsessionnel. Relevés bancaires, reçus de virements, factures de frais de scolarité, preuves de paiement de loyer, relevé de carte de crédit. Une autobiographie financière complète de ma relation avec Élodie. C'est ce qu'Élodie n'a jamais compris à mon sujet. Je ne fais rien à moitié. Quand j'aime quelqu'un, j'aime de tout mon être, complètement, totalement. Et quand je soutiens quelqu'un financièrement, je documente chaque centime. Parce que c'est ce que font les hommes d'affaires intelligents. Ils gardent des archives, ils assurent leurs arrières, et ils s'assurent que si les choses tournent mal, ils peuvent prouver exactement ce qui s'est passé. Et ce soir, les choses avaient vraiment mal tourné. J'ai ouvert le classeur et j'ai commencé à tourner les pages. Chaque page était un rappel de ma générosité. Frais de scolarité à Assas, 250 000 € sur 3 ans, sans compter les livres, les fournitures et ce programme d'études à l'étranger auquel elle devait absolument participer. Le loyer de son studio à Saint-Germain-des-Prés, 5 000 € par mois pendant 36 mois. Les mensualités de la Mini Cooper qu'elle jugeait essentielles pour son networking, 1 000 € de plus par mois. Argent de poche pour le shopping, frais de vacances, notes de restaurant qui auraient pu nourrir un petit village dans la plupart des pays. Les chiffres m'étonnaient même moi. J'avais été la BNP Paribas personnelle d'Élodie, distribuant de l'argent avec la générosité d'un gagnant du loto ivre. Et elle m'avait remercié, en embrassant son patron lors d'une fête que j'avais financée et en le présentant publiquement comme son mécène. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que l'ignorance totale d'Élodie sur mes affaires allait lui mordre ses fesses parfaitement sculptées. Il y a environ 18 mois, elle était venue me voir avec une histoire triste sur Benoît Lambert. Le pauvre homme luttait pour lancer son cabinet de conseil juridique. Il avait de grands rêves, mais pas de capital. Sa famille lui avait coupé les vivres après une dispute sur son choix de carrière. Selon Élodie, il était brillant. Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. « Chérie,
Tu es si doué pour voir le potentiel des gens, avait-elle roucoulé, blottie contre moi sur ce même canapé. Benoît a une vision incroyable pour révolutionner les services juridiques aux entreprises. Il a juste besoin de quelqu'un avec ton sens des affaires pour l'aider à y arriver. Elle avait battu de ses longs cils et m'avait offert ce sourire qui faisait fondre mes genoux. Rencontre-le, c'est tout. Juste pour un café. Rien de sérieux. Je pense que vous vous entendriez très bien. Alors, j'ai rencontré Benoît Lambert. Et vous savez quoi? Le type était vraiment brillant. Son plan d'affaires était solide, son analyse du marché pertinente et ses projections réalistes. BL Conseil, portant ses initiales, avait un réel potentiel pour bousculer le modèle traditionnel du conseil juridique d'entreprise. Le problème, c'est qu'il avait besoin d'un capital massif pour le lancer. Bien plus qu'un simple prêt ou un investissement d'amis et de la famille. C'est là que je suis intervenu. J'ai proposé de financer entièrement BL Conseil. Le capital de démarrage complet, les frais de fonctionnement, les bureaux, les salaires du personnel, le budget marketing, tout. En échange, je voulais 90% des parts de la société. Benoît garderait 10% et resterait PDG, mais je serais l'actionnaire majoritaire avec un contrôle total des votes. C'était un accord équitable. Plus qu'équitable, en fait. La plupart des investisseurs en capital risque auraient exigé 95% pour un investissement de cette envergure. Mais j'aimais bien le type, et, plus important encore, je voulais rendre ma femme heureuse en aidant son ami. Les documents ont été rédigés par les meilleurs avocats d'affaires de Paris, en béton armé. Benoît a tout signé sans hésiter, probablement trop reconnaissant que quelqu'un le prenne enfin au sérieux. Et c'est ainsi que je suis devenu le propriétaire silencieux d'une entreprise, valant désormais des centaines de millions d'euros. Au cours des 18 derniers mois, BL Conseil a connu une croissance fulgurante. Ils ont décroché des contrats majeurs avec des entreprises du CAC 40, ouvert des bureaux dans plusieurs villes du monde et reçu des offres de rachat de plusieurs fonds de capital investissement. La presse financière qualifiait Benoît Lambert de visionnaire juridique, de force disruptive dans le conseil aux entreprises. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, à l'exception de moi, de Benoît et de nos avocats, c'est que Benoît était essentiellement un employé très bien payé, qui travaillait pour moi. Il gérait les opérations quotidiennes, prenait les décisions stratégiques et récoltait tous les lauriers publics. Mais en fin de compte, l'entreprise m'appartenait, corps et âme. Et maintenant, assis dans mon bureau, avec cette photo Instagram gravée sur ma rétine, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose de bien mieux que des sentiments blessés. J'avais un levier. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à la plateforme d'échange de fonds privés où les actions de BL Conseil pouvaient être négociées entre investisseurs qualifiés. La valeur marchande actuelle était de 200 millions d'euros. Mais 90% valaient environ 180 millions d'euros, à quelques millions près selon les fluctuations du marché. J'avais déjà 3 offres de rachat sérieuses dans ma boîte de réception. 2 sociétés de capital investissement et un grand cabinet de conseil, tous proposant une prime pour une vente immédiate. Je pouvais liquider toute ma participation ce soir, si je le voulais, d'un simple clic, et repartir avec assez d'argent pour acheter une petite île. L'ironie était presque parfaite. Élodie pensait être si maligne en présentant Benoît comme son mécène dans cette publication Instagram. Elle n'avait aucune idée que son précieux Benoît était essentiellement mon employé, que toute sa réussite reposait sur mon investissement, que son brillant esprit juridique n'avait pu s'épanouir que parce que je lui avais fourni les fondations financières. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai pris une autre gorgée de whisky. La brûlure était agréable, clarifiante. Pour la première fois depuis que j'avais vu cette porte-salle de réception verrouillée, je me sentais à nouveau moi-même. Pas le mari blessé et trahi, humilié devant la moitié du barreau de Paris, mais l'homme d'affaires calculateur qui avait bâti sa fortune en ayant toujours 3 coups d'avance sur les autres. Élodie voulait jouer à un jeu. Elle voulait réécrire l'histoire et faire comme si je n'avais jamais existé. Elle voulait m'humilier publiquement tout en construisant sa nouvelle romance sur les fondations que j'avais fournies. D'accord. Que la partie commence. Mais nous allions jouer selon mes règles. Vous connaissez ce sentiment, à 2h47 du matin, quand vous fixez un écran d'ordinateur, le curseur flottant au-dessus d'un bouton qui va tout changer. Ce moment au bord d'une falaise où vous pouvez soit reculer en sécurité, soit vous jeter dans l'inconnu, j'y étais. Le Macallan avait fait son effet.
Les angles vifs de ma fureur avaient été affûtés pour devenir quelque chose de bien plus dangereux, une rage froide et calculée. J'avais passé les 4 dernières heures à passer au crible toutes les connexions financières liées à la petite vie parfaite d'Élodie. Et laissez-moi vous dire que cette toile d'araignée était plus étendue que le tableau de liège d'un théoricien du complot. Mais je suis un homme méthodique. On ne bâtit pas un portefeuille de plusieurs centaines de millions d'euros en prenant des décisions hâtives simplement parce que votre femme infidèle vient de servir votre dignité sur un plateau d'argent à la moitié de l'élite juridique de Paris. Alors j'ai commencé par les artères, les vaisseaux qui alimentaient son style de vie, avant de m'attaquer aux organes vitaux. Premièrement, les prestataires de la fête de remise de diplôme. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que je me connectais à mon portail bancaire professionnel. Le paiement pour la salle de réception a été contesté et annulé, au motif que les services n'avaient pas été fournis comme convenu. Idem pour le traiteur. Le chèque pour le trio de jazz, qu'elle avait personnellement choisi, serait annulé plus vite qu'un adolescent utilisant une fausse carte d'identité dans un magasin d'alcool. Techniquement, les services avaient été rendus, mais comme j'étais persona non grata à la célébration de ma propre femme, ils ne m'avaient pas été rendus, à moi. Mais la beauté du droit des contrats, c'est qu'il y a toujours une échappatoire si on sait où chercher. Le contrat de la salle de réception stipulait « Célébration pour Monsieur Julien Moreau et Madame Élodie Moreau », et comme Julien Moreau n'était pas invité, il y avait eu une violation substantielle des termes du contrat. Je pouvais presque entendre les appels téléphoniques qui auraient lieu dans quelques heures. Les gestionnaires de la salle de réception paniquant pour expliquer à leur patron pourquoi ils avaient organisé une fête sans être payés. Les traiteurs se demandant comment ils allaient expliquer les chèques sans provision à leurs fournisseurs. Le trio de jazz ne le remarquerait probablement pas avant d'essayer d'encaisser leur chèque la semaine prochaine, et ce serait alors une conversation intéressante. Ensuite, sur le bio, la carte American Express professionnelle d'Élodie. Celle-ci était particulièrement satisfaisante, car je l'avais configurée comme un compte utilisateur autorisé sous ma ligne de crédit professionnelle principale. Le plafond mensuel était de 20 000 euros, et elle l'utilisait régulièrement au maximum pour tout, des chaussures de créateur à ses soins du visage absurdement, chères à 300 euros, qu'elle jugeait essentielles pour son networking professionnel. En quelques clics, son compte Uber, ses commandes de Deliveroo, ses achats sur Amazon Prime et son abonnement mensuel à ce club de sport de luxe dans le 16e où elle socialisait plus qu'elle ne s'entraînait. Tout allait s'arrêter brutalement la prochaine fois qu'elle tenterait un achat. Et puis, le gros morceau. Le remboursement de ses frais de scolarité du dernier semestre. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas sur le financement des études de droit. De nombreux étudiants paient leurs frais de scolarité du dernier semestre à l'avance, puis demandent divers remboursements et bourses après l'obtention de leur diplôme. C'est comme recevoir un remboursement d'impôt, mais le chèque est généralement d'environ 4 000 euros, et il ne vient pas du Trésor public, mais du Bureau d'aide financière de l'université. Le remboursement d'Élodie avait été traité hier. J'avais reçu l'email de notification alors que je me rendais à la fête. 2 000 euros, déposés directement sur le compte joint que j'avais créé pour ces dépenses d'études, le même compte où j'étais le titulaire principal. J'ai viré la totalité des fonds sur mon compte personnel, puis j'ai fermé le compte joint. L'historique des transactions montrerait exactement ce qui s'était passé, mais au moment où Élodie s'en rendrait compte, l'argent serait parti et le compte ne serait plus qu'un souvenir. Mais tout cela n'était qu'un apéritif. Le plat principal était BL Conseil. J'ai rouvert la plateforme d'échange de fonds privés et j'ai regardé les chiffres. L'entreprise que j'avais bâtie, et soyons honnêtes, c'est exactement ce que j'avais fait, était évaluée à 200 millions d'euros à la clôture du marché. Mais 90% valaient plus que le PIB de certains petits pays. Et dans ma boîte de réception, il y avait 3 offres de rachat qui transformeraient mon investissement en une pile d'argent si grande que je n'aurais plus jamais besoin de travailler. La première offre venait de Havas Capital, un fonds de capital investissement parisien spécialisé dans l'acquisition de services juridiques. Il proposait 210 millions d'euros pour une acquisition complète, une prime de 5% sur la valeur marchande actuelle. Pas mal, mais pas exceptionnel. La deuxième offre venait de la division banque privée de la Société Générale, agissant pour le compte d'un client anonyme qui voulait acquérir BL Conseil dans le cadre d'une consolidation plus large des services juridiques. Leur offre était de 220 millions d'euros, avec une clause d'earn-out potentielle qui pourrait porter le total à 240 millions,
si certains objectifs de performance étaient atteints au cours des 2 prochaines années. Mais la troisième offre, c'est elle qui m'a fait sourire pour la première fois de la soirée. Blackstone Legal Partners, la même société qui essayait de débaucher Benoît Lambert depuis 6 mois, proposait 230 millions d'euros pour une acquisition immédiate, à condition que toute l'équipe de direction actuelle reste en place pendant au moins 2 ans. Il voulait acheter BL Conseil spécifiquement pour mettre la main sur Benoît, sans se rendre compte que Benoît était essentiellement un employé coûteux que je pouvais remplacer à ma guise. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Blackstone était prêt à payer près de 230 millions d'euros pour acquérir une entreprise, afin de mettre la main sur un homme qui allait bientôt découvrir que toute sa carrière était bâtie sur du temps emprunté, et ma générosité. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et je me suis connecté à mon portail de transactions sécurisé. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, tandis que je considérais mes options. Je pouvais accepter l'offre de Blackstone et partir avec assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler. Ou je pouvais accepter l'une des autres offres et regarder le monde de Benoît s'effondrer lorsque ses nouveaux patrons décideraient finalement qu'ils n'avaient pas besoin de ses services. Mais c'est alors que cette photo Instagram m'est revenue en mémoire. Les lèvres d'Élodie sur les siennes, sa main sur sa poitrine. Cette légende le remerciant d'avoir été son soutien pendant ses études. Je me suis souvenu des commentaires de leurs amis communs, tous ces gens qui pensaient assister au déroulement d'une belle histoire d'amour, alors qu'en réalité, ils étaient témoins de la trahison la plus coûteuse de l'histoire de Paris. Au diable! J'ai cliqué sur l'offre de Blackstone et j'ai accepté les conditions. La transaction prendrait 48 heures pour être entièrement traitée, mais mes actions étaient maintenant bloquées à 230 millions d'euros. D'ici lundi matin, je ne serai plus propriétaire de BL Conseil, et Benoît Lambert travaillerait pour les gens qui avaient payé une prime pour l'entreprise qu'il pensait contrôler. La beauté de la chose, c'est que Benoît ne saurait probablement jamais ce qu'il avait frappé. Il se réveillerait lundi matin, pensant toujours qu'il était le PDG visionnaire d'un cabinet de conseil prospère. Il prendrait son café habituel dans ce café prétentieux du coin, vérifierait son portefeuille de stock options, et enverrait probablement un mignon message à Élodie sur leur brillant avenir. Au lieu de cela, il arriverait au bureau pour trouver des représentants de Blackstone l'attendant pour lui expliquer la nouvelle structure de direction. Il serait poli, professionnel, mais le message serait clair. BL Conseil est sous une nouvelle direction, et le rôle de Benoît Lambert sera évalué pour une adéquation stratégique optimale. Traduction en langage d'entreprise. Nous venons de payer 230 millions d'euros pour votre entreprise parce que nous pensions que vous étiez indispensable. Mais maintenant que nous vous possédons, nous allons voir si vous valez la peine d'être gardé. Un email de confirmation est apparu sur mon ordinateur portable. Transaction acceptée. Fonds disponibles pour transfert dans les 2 jours ouvrables. J'étais maintenant plus riche de 230 millions d'euros, et l'entreprise qui avait fait de Benoît Lambert le chevalier servant d'Élodie allait devenir le problème de quelqu'un d'autre. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai fini mon whisky. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Et pour la première fois depuis que j'étais devant cette porte de salle de réception verrouillée, je me sentais à nouveau en contrôle. Étape 1. Terminée. Les artères financières qui maintenaient le style de vie d'Élodie étaient maintenant coupées, et le monde professionnel de Benoît Lambert était sur le point d'être bouleversé. Mais ce n'était que le début. Demain, les véritables conséquences commenceraient à se faire sentir, et j'aurais une place au premier rang pour voir tout cela se dérouler. Je me suis réveillé à 6h30 au son de mon téléphone, qui vibrait comme un frelon en colère piégé dans un bocal en verre. Même à moitié endormi, je savais exactement ce qui se passait. C'était l'heure de la récolte, et apparemment, les semences n'étaient pas satisfaites de leur logement. L'écran de mon téléphone ressemblait à Times Square le soir du Nouvel An. Une cascade de notifications illuminait l'écran. SMS, appels manqués, messages vocaux. Même des messages WhatsApp de numéros inconnus. La version numérique des fourches et des torches, tous exigeant mon attention immédiate. J'ai d'abord fait du café. Je ne suis pas un barbare. Un single origine d'Éthiopie, fraîchement moulu par la machine à expresso à 4 000 €, qu'Élodie avait jugé absurdement cher quand je l'avais acheté. C'était drôle, comme tout ce que j'aimais était, selon elle, surévalué ou inutile, alors que ses virées shopping mensuelles étaient un investissement essentiel pour son image professionnelle. Le café était parfait. Riche,
onctueux, avec juste assez de caféine pour me préparer à n'importe quel merdier qui m'attendait dans ma boîte de réception. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré, celui avec une vue parfaite sur la Seine, et j'ai finalement regardé mon téléphone. 156 appels manqués. 156. Je n'avais pas vu de tels chiffres depuis la crise financière de 2008, quand la moitié de mes clients appelaient en panique pour tout vendre ou pour me supplier de réaliser un miracle d'investissement qui sauverait leur fonds de pension. Les SMS étaient encore plus spectaculaires, une belle cascade de désespoir, de confusion et de panique à peine contenue, qui se lisait comme un cours de maître sur le thème « Les actions ont des conséquences ». Élodie avait envoyé 47 messages entre 3 heures et 6 heures du matin. Il commençait par la confusion. « Chérie, ma carte a été refusée à la pharmacie. Tu peux vérifier ?» Il progressait vers la colère. « C'est ridicule, j'ai besoin d'acheter des médicaments et ma carte ne marche pas. » Et il se terminait par une panique totale. « Appelle-moi maintenant. Il y a un problème sérieux avec tous mes comptes. Règle ça. » La progression était magnifique à observer. On pouvait presque voir le moment exact où elle avait réalisé que ce n'était pas une erreur informatique ou un bug de la banque. L'horodatage du message 32 était 4h47 du matin, probablement au moment où elle avait appelé sa banque et découvert que son compte avait été fermé par le titulaire principal. Si quelqu'un tenait le score, c'était moi. Les messages de Benoît Lambert étaient plus professionnels, mais tout aussi frénétiques. En tant qu'avocat, il comprenait au moins le concept de trace écrite, donc ses textes se lisaient comme des preuves pour un futur procès. « Julien, il semble y avoir un problème avec les comptes opérationnels de BL Conseil. Merci de m'appeler dès que possible pour en discuter. » Et puis, 2 heures plus tard, « Julien, c'est urgent. Notre système de paie affiche une erreur et plusieurs de nos fournisseurs signalent des problèmes de paiement. Nous devons résoudre ce problème immédiatement. » Mais le vrai plaisir était dans les messages vocaux. J'ai pris une autre tasse de café et je me suis installé, sachant que ce serait mieux que tout ce que Netflix pourrait offrir. Le message vocal 12 venait de la coordinatrice de la salle de réception. Sa voix était tendue d'une panique professionnelle. « Monsieur Moreau, c'est Sandra du Bristol. Nous devons discuter de l'annulation de paiement qui a eu lieu pendant la nuit. Notre service comptable signale un écart important et nos fournisseurs nous appellent au sujet de leur paiement. Merci de me rappeler dès que possible. » Le message vocal 23 venait du directeur financier de Benoît, un type nommé Bradley. Il sonnait comme s'il fumait des cigarettes sans filtre depuis l'aube. « Julien, c'est Brad Kelly de BL Conseil. Nous avons un problème critique avec notre capital de fonctionnement. Benoît a mentionné que vous pourriez nous aider à clarifier un problème avec la banque. Le conseil d'administration est en réunion d'urgence et nous devons résoudre ce problème avant l'ouverture des marchés. » Réunion d'urgence. J'aimais bien ça. Rien ne dit votre vie est sur le point de changer radicalement, comme un conseil d'administration d'urgence un samedi matin. Mais le message vocal 38 était la cerise sur le gâteau. C'était la voix d'Élodie, complètement hystérique. « Espèce de salaude, je sais que tu fais ça exprès. Ce n'est pas parce que tes petits sentiments sont blessés que tu peux me voler mon argent. J'ai des factures à payer et une vie à vivre, et tu n'as pas le droit de tout gâcher juste parce que tu fais ta crise de la quarantaine. Si tu ne m'appelles pas tout de suite, je jure que... » Le message s'est coupé là. Elle avait probablement dépassé la limite de temps. Crise de la quarantaine. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Comme si ma réaction parfaitement rationnelle à une humiliation publique et à une trahison financière était un problème de santé mentale qui nécessitait sa patience et sa compréhension. J'écoutais le message vocal 45 quand la sonnette de la porte a retenti. Monsieur Martin aurait appelé du hall, mais j'étais trop absorbé par le spectacle de l'effondrement numérique pour répondre à l'interphone. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Je m'attendais à voir Élodie, avec ce regard il faut qu'on parle qui précédait toutes les grandes disputes de notre mariage. Au lieu de cela, c'était Sophie, l'assistante personnelle d'Élodie. La pauvre Sophie avait l'air d'être passée dans un mixeur réglé sur destruction émotionnelle. Ses cheveux habituellement impeccables étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, et elle serrait son téléphone, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la réalité. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyé contre le cadre, ma tasse de café à la main. « Sophie, quelle surprise !
Je pensais que vous aviez des horaires de bureau normaux. Monsieur Moreau, je suis vraiment désolé de vous déranger si tôt. Elle s'est arrêtée, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un l'observe. Est-ce que je peux entrer? La situation est un peu. Je me suis écarté, et je lui ai fait signe d'entrer. Sophie avait toujours été efficace, professionnelle et d'une franchise rafraîchissante concernant les demandes les plus déraisonnables d'Élodie. Si quelqu'un ne méritait pas d'être pris dans les tirs croisés de ma guerre nucléaire conjugale, c'était bien elle. Elle m'a suivi dans le salon, et a refusé mon offre de café d'une main tremblante. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle en s'effondrant sur le canapé comme un ballon dégonflé. Tout s'écroule. Définissez tout, dis-je, me rasseyant dans mon fauteuil avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui regarde un documentaire sur la nature à propos des prédateurs. La fête de remise de diplôme hier soir a été interrompue en plein milieu parce que le chèque de la salle de réception a été refusé. La sécurité est arrivée alors que les gens dansaient encore et a dit à tout le monde de partir. Élodie était mortifiée. Je veux dire, vraiment, certains des associés de son cabinet étaient là et elle a dû se faire escorter hors du bâtiment par la sécurité devant eux. J'ai hoché la tête avec sympathie, tout en faisant une danse de la victoire intérieurement. Ça a dû être embarrassant. Mais ce n'est même pas le pire, a continué Sophie, sa voix montant à chaque mot. Ce matin, le système de paie de BL Conseil est tombé en panne. Complètement. Personne n'a été payé. Le logiciel de comptabilité affiche des messages d'erreur et la moitié des employés ne peuvent pas utiliser leur carte professionnelle. On dirait un problème technique, dis-je en prenant une autre gorgée de café. Monsieur Moreau, dit Sophie, me regardant avec une expression que l'on réserve normalement à un enfant à qui l'on explique un concept simple. Le conseil d'administration est en réunion d'urgence. Il parle de faire appel à des auditeurs externes. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'entreprise fait l'objet d'une OPA hostile ou d'une enquête financière. J'ai haussé un sourcil. C'est un grand saut depuis une panne de système de paie. Et Élodie, la voix de Sophie est tombée à un quasi-murmure. Elle est complètement paniquée. Ses comptes bancaires sont gelés, ses cartes de crédit ne fonctionnent pas, et elle n'arrive pas à vous joindre. Elle appelle tout le monde qu'elle connaît pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais personne n'a de réponse. Elle a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. 17 appels manqués d'Élodie au cours de la dernière heure. Elle m'a envoyé ici, pour vous trouver, dit Sophie. Elle a peur, Julien, vraiment peur. Elle n'arrête pas de dire que quelque chose de terrible s'est passé, et que vous êtes le seul à pouvoir le réparer. J'ai posé ma tasse de café, et j'ai regardé Sophie, en espérant que mon expression était un mélange de douce inquiétude et d'innocence totale. Eh bien, Sophie, on dirait une situation bien délicate. Alors, vous allez l'aider? Le soulagement dans sa voix était presque déchirant. L'aider à faire quoi, exactement? Ai-je demandé. Je suis juste un type qui s'est réveillé avec 156 appels manqués un samedi matin. Il semble qu'Élodie et son petit ami aient des problèmes d'affaires qui n'ont absolument rien à voir avec moi. Sophie m'a regardé fixement pendant un long moment, et je pouvais presque voir les pièces du puzzle s'assembler derrière ses yeux. Elle était assez intelligente pour remarquer la neutralité prudente dans mon ton, et assez expérimentée avec des clients fortunés pour comprendre quand quelqu'un était délibérément évasif. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Dit-elle doucement. Sophie, dis-je en me levant et en me dirigeant vers la porte d'entrée. Je pense que vous feriez mieux de retourner au travail. On dirait que votre patronne va avoir besoin de beaucoup d'aide aujourd'hui. Après le départ de Sophie, qui avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer la physique quantique par le biais d'une danse interprétative, je me suis resservi un café et je me suis assis à mon bureau. Les plaisirs du matin étaient délicieux, mais il était temps de passer aux choses sérieuses. Le genre de choses sérieuses qui nécessitent des entêtes, de la précision juridique et le genre de termes et conditions qui feraient pleurer d'admiration les avocats d'affaires. J'ai sorti une feuille de mon papier à lettres personnelles, du papier crème épais avec mon nom embossé en encre bleu foncé. Le genre de correspondance officielle qui crie ce type ne plaisante pas avant même que vous ayez lu le premier mot. Certains pourraient appeler ça de l'esbrouf. J'appelle ça créer l'ambiance appropriée pour une négociation. Le truc avec les ultimatums, c'est que la plupart des gens les délivrent mal. Ils deviennent émotifs, ils commencent à crier, ils font des menaces qu'ils ne peuvent pas tenir,
mais un ultimatum vraiment efficace se lit comme un contrat d'affaires. Parce que c'est exactement ce que c'est. Un contrat, où une partie détient toutes les cartes, et l'autre doit choisir entre accepter des conditions terribles ou faire face à des conséquences encore pires. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai commencé à taper. Après 15 ans à rédiger des accords d'investissement et des conditions d'acquisition, je savais exactement comment structurer ce document particulier. Destinataire, Élodie Moreau, Benoît Lambert. Expéditeur, Julien Moreau. Objet, termes et conditions pour la résolution des perturbations financières actuelles. Date du jour. Le sous-signé reconnaît que les récentes irrégularités financières ont causé un désagrément aux parties susmentionnées. Afin de résoudre ces problèmes rapidement et d'éviter d'autres complications, les termes suivants sont proposés. Je me suis arrêté un instant pour admirer mon introduction. Sèche, professionnelle, totalement dépourvue d'émotion. Il n'y avait rien dans ces phrases qui suggérait la trahison, l'humiliation ou le fait que ma femme avait roulé une pelle à son patron lors d'une fête que j'avais financée. Juste des irrégularités financières et un désagrément. Comme si leur monde entier ne s'effondrait pas en ce moment même, parce que j'avais décidé d'arrêter d'être leur distributeur automatique personnel. Terme 1. Reconnaissance publique. Madame Élodie Moreau doit publier une déclaration publique sur toutes ses plateformes de médias sociaux personnels et la soumettre aux publications juridiques pertinentes, reconnaissant que ses études de droit ont été entièrement financées par M. Julien Moreau. La déclaration doit spécifiquement nommer M. Moreau comme l'unique mécène financier de son éducation juridique et doit corriger toutes les déclarations publiques antérieures qui impliquaient des sources de financement alternatives. La déclaration doit être substantiellement identique au projet fourni en annexe A de ce document. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à rédiger l'annexe A. Ça allait être amusant. Déclaration de rectification. Je souhaite publiquement reconnaître et remercier mon mari, Julien Moreau, pour son soutien financier total tout au long de mes études de droit à Assas. Julien a payé l'intégralité de mes frais de scolarité, de mes frais de subsistance et de mes dépenses éducatives, sans l'aide de personne d'autre. Mes publications récentes sur les médias sociaux ont incorrectement laissé entendre que d'autres personnes avaient parrainé mon éducation, et je m'excuse pour toute confusion que cela a pu causer. C'est grâce au soutien généreux de Julien que ma carrière juridique a été rendue possible, et je lui suis reconnaissante pour son investissement dans mon avenir. Court, doux et absolument humiliant pour quelqu'un qui avait passé les 6 derniers mois à raconter à tout le monde que Benoît Lambert était son mentor et son inspiration. Le milieu juridique aime les ragots plus que les stars de la télé, réalité n'aime la chirurgie esthétique. Donc cette petite rectification serait le sujet de conversation de toutes les soirées du barreau pendant des mois. Retour au document principal. Terme 2. Démission. Monsieur Benoît Lambert doit soumettre sa démission de tous ses postes chez BL Conseil, avec effet immédiat à la signature de cet accord. Lambert renonce à toute réclamation d'indemnité de départ, de stock option ou de toute autre compensation au-delà du salaire accumulé jusqu'à son dernier jour d'emploi. M. Lambert doit coopérer pleinement aux activités de transition, comme dicté par la nouvelle structure de propriété de la société. J'ai eu un petit sourire à cette dernière partie. Benoît passerait probablement des heures à essayer de comprendre ce que signifiait nouvelle structure de propriété. Au moment où il le découvrirait, il serait en train de mettre à jour son profil LinkedIn pour dire à la recherche de nouvelles opportunités dans le conseil juridique. Terme 3. Protection des biens matrimoniaux. Madame Élodie Moreau renonce à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, les intérêts commerciaux ou tout autre actif acquis par M. Julien Moreau pendant la durée du mariage. Cela inclut, sans s'y limiter, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers, les participations commerciales et la propriété intellectuelle. Madame Moreau reconnaît que ces actifs sont la propriété exclusive de Monsieur Moreau et ne fera aucune réclamation de partage, de pension alimentaire ou de compensation liée à ces actifs. C'était le plus important. En vertu des lois françaises sur le partage des biens, Élodie pourrait théoriquement prétendre à la moitié de tout ce que j'avais acquis pendant notre mariage. Mais seulement si elle voulait s'engager dans une longue procédure de divorce pendant que je démantelais systématiquement toutes les structures financières qui soutenaient son style de vie. L'option intelligente était de renoncer à ses droits maintenant et d'éviter un procès de la terre brûlée qui nous laisserait tous les deux plus pauvres et plus amers. Terme 4. Accord de non-divulgation.
Les deux parties doivent signer un accord de non-divulgation complet, interdisant toute discussion publique sur les activités commerciales, les décisions d'investissement ou les affaires personnelles de M. Julien Moreau. Cela inclut, sans illimité, les publications sur les médias sociaux, les interviews, les conversations informelles avec des tiers, et toute autre forme de communication publique ou privée qui mentionne M. Moreau dans n'importe quel contexte. Je voulais qu'il disparaisse complètement de ma vie. Plus de publications Instagram me taguant dans des photos de couple, plus de mentions désinvoltes lors d'événements de networking, plus de « Julien pense ceci » ou Julien suggère cela dans leurs conversations professionnelles. Ils pouvaient commencer une nouvelle vie ensemble, mais ils devraient le faire sans utiliser mon nom comme monnaie sociale. Terme 5. Exécution et conséquences. Toute violation de ces termes entraînera une action en justice immédiate visant à obtenir des dommages-intérêts financiers complets, une injonction et une récupération complète de tous les fonds précédemment fournis à l'une ou l'autre des parties. Julien Moreau se réserve le droit de poursuivre tous les recours juridiques possibles, y compris, sans s'y limiter, les poursuites civiles, les procédures de confiscation d'actifs et, le cas échéant, les poursuites pénales. Le bâton avec la carotte, en d'autres termes, jouer selon mes règles, où je passerai les 5 prochaines années, et une part substantielle de ma fortune, considérable à faire de vos vies, un cauchemar juridique qui ferait passer l'enfer de Dante pour un séjour au spa. J'ai imprimé le document sur mon papier à lettres personnelles, puis une deuxième copie pour mes dossiers. Les conditions étaient dures, mais justes, ou du moins, aussi justes que je pouvais l'être envers une femme infidèle et son petit ami qui avait planifié leur avenir romantique, tout en vivant de ma générosité. La beauté de cette approche résidait dans sa simplicité. Élodie et Benoît pouvaient signer les papiers et continuer leur vie, ou ils pouvaient refuser et regarder leur désastre financier actuel devenir un état permanent. Je ne demandais rien de déraisonnable, juste une reconnaissance publique de la réalité, une conséquence professionnelle pour le mauvais jugement de Benoît et une protection juridique de mes actifs. J'ai soigneusement plié le document et je l'ai mis dans une enveloppe Kraft avec une lettre d'accompagnement expliquant qu'ils avaient 24 heures pour répondre. Non pas pour négocier, non pas pour faire une contre-offre, mais pour répondre avec un accord signé ou une indication claire qu'ils préféraient régler cette affaire par des moyens alternatifs. Moyens alternatifs étant l'équivalent juridique d'un hiver nucléaire qui les laisserait tous les deux professionnellement et financièrement radioactifs pour les années à venir. Sophie était probablement encore quelque part dans l'immeuble, tapie dans le hall ou traînant dehors en se demandant comment elle allait faire son rapport à Élodie sans se faire arracher la tête. J'ai appelé M. Martin et je lui ai demandé de la trouver et de la faire remonter. Elle a frappé à ma porte 15 minutes plus tard, l'air encore plus épuisé qu'à son départ. « Monsieur Moreau, vous vouliez me revoir ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. « Vous devez remettre ça à Élodie, en main propre. Pas par email, pas par SMS, pas à un gardien ou à un assistant, en main propre. Et vous devez vous assurer qu'elle lit et comprend le contenu. » Sophie a pris l'enveloppe comme si elle allait exploser dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est ? La solution à ces problèmes actuels, ai-je dit, avec des conditions très raisonnables pour résoudre cette situation. Elle a 24 heures pour répondre. Et si elle ne le fait pas ? J'ai souri, le genre de sourire que les investisseurs en capital risque ont lorsqu'ils expliquent aux fondateurs de start-up pourquoi leurs entreprises sont en cours de liquidation. Alors elle découvrira que ces problèmes actuels n'étaient que la première partie. Le spectacle principal n'a même pas encore commencé. J'ai passé le reste de mon samedi à faire exactement ce que j'avais prévu avant que ma vie n'explose le vendredi soir, des choses totalement improductives. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise de ce restaurant du 13e arrondissement qui facture 40 € pour un pad thaï, mais qui est si bon que vous vendriez les bijoux de votre grand-mère pour un autre bol. J'ai regardé en rafale toute la 2e saison d'une série Netflix sur des milliardaires qui font des choses répréhensibles, ce qui, compte tenu de ma situation actuelle, ressemblait plus à un documentaire sur mon week-end. Vers 19 h, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux que je gardais pour une occasion spéciale. J'avais toujours pensé que cette occasion spéciale serait la première grande victoire d'Élodie dans un procès ou un dîner d'anniversaire romantique. Il s'est avéré que l'occasion spéciale était de célébrer la destruction systématique de la sécurité financière de ma femme infidèle. La vie est drôle, n'est-ce pas ? Le vin était parfait, riche,
complexe, avec juste assez de tanin pour me rappeler que les bonnes choses prennent du temps à se développer. Contrairement à mon mariage, qui était passé de jusqu'à ce que la mort nous sépare à tu n'étais pas invité, en fait plus vite qu'une start-up technologique ne brûle son capital risque. Mon téléphone, heureusement, était resté silencieux depuis le départ de Sophie avec l'enveloppe. Soit Élodie prenait son temps pour lire mes conditions, soit elle était recroquevillée quelque part, en proie au genre de crise émotionnelle, qui nécessite plusieurs boîtes de mouchoirs, et au moins une amie prête à écouter. 3 heures. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. J'étais à la moitié de ma bouteille de vin, en train de débattre si je devais commander un dessert de ce glacier de luxe, quand la réception de l'immeuble a appelé. Monsieur Moreau, Madame Élodie Moreau est là. Dois-je la laisser monter? Bien sûr. Je me demandais quand elle trouverait enfin le courage de m'affronter en personne, au lieu d'envoyer son assistante en mission de reconnaissance. Faites-la monter, Monsieur Martin. Merci. Je n'ai même pas pensé à me changer ou à ranger l'appartement. Si Élodie voulait avoir cette conversation, nous l'aurions selon mes conditions, sur mon territoire, avec moi détenant toutes les cartes. De plus, elle m'avait déjà vu en jogging et en t-shirt de l'école de commerce HEC. Bien que, certes, ces occasions précédentes n'impliquaient pas que je démantèle systématiquement toute sa structure de soutien financier. Exactement 4 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Juste le temps de prendre l'ascenseur, de faire une pause dans le couloir et de rassembler son courage. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma femme, pour la première fois, depuis qu'elle avait décidé de présenter son petit ami comme son mécène pour ses études de droit. Elle était un véritable désastre. Ses cheveux habituellement impeccables étaient plats et sans vie, avec cette texture grasse qui vient quand on passe trop de temps au lit à fixer le plafond. Le maquillage de créateur qu'elle ne quittait jamais l'appartement sans avoir appliqué avait complètement disparu, laissant son visage pâle et ses yeux gonflés. Elle portait toujours les mêmes vêtements que la veille, cette robe champagne dorée de la photo Instagram. Seulement maintenant elle était froissée et tachée de café, de vin, ou peut-être de larmes. « Je peux entrer » a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Je me suis écarté sans un mot. Qu'y avait-il à dire? Bienvenue aux conséquences de tes actes. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de découvrir que sa sécurité financière n'est pas garantie. Parfois, le silence est plus dévastateur que n'importe quelle réplique cinglante. Elle est entrée dans le salon comme si elle naviguait dans un champ de mines, regardant l'appartement qu'elle avait habité pendant 3 ans, comme si elle le voyait pour la première fois. Peut-être qu'elle réalisait enfin que chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque gadget coûteux avait été acheté avec mon argent. Ou peut-être qu'elle se demandait simplement comment entamer une conversation avec le mari, qu'elle avait publiquement humilié moins de 24 heures auparavant. « J'ai reçu tes documents » dit-elle en s'effondrant sur le canapé où nous nous étions blottis d'innombrables fois pour planifier notre avenir. À l'époque où je pensais que notre avenir impliquait de vieillir ensemble, plutôt que de s'éloigner via des publications Instagram. Je m'en doutais. Vu que tu es là et pas chez Benoît, j'ai pris mon verre de vin et je me suis appuyé contre la fenêtre. La dynamique du pouvoir est importante dans les négociations, et je voulais qu'elle me regarde de bas pendant cette conversation. « Julien, il y a des choses que tu dois savoir. » Elle a utilisé sa voix d'avocate, ce ton calme et raisonné qu'elle répétait pour les plaidoiries finales et les réunions avec les clients. Ce qui s'est passé à la fête, je n'essayais pas de te faire du mal. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Tu n'essayais pas de me faire du mal? Tu as organisé une fête de remise de diplôme que j'ai payée, tu ne m'as pas invité, tu as embrassé ton patron devant tous les gens que nous connaissons, et tu lui as publiquement attribué le mérite d'avoir financé ton éducation. Et en quoi, exactement, cela ne visait pas à me faire du mal. Je ne voulais juste pas que tu sois là, s'est-elle arrêtée, passant une main dans ses cheveux sales. Avec mes amis, tes amis, ai-je répété, comme si j'essayais de comprendre une langue étrangère. Les mêmes amis qui ont mangé dans des restaurants que j'ai payés, bu du vin que j'ai acheté, et célébré une réussite que j'ai financée. Ce n'est pas ça. Alors, explique-moi ce que c'est, Élodie. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu viens de mettre fin à une arnaque de 3 ans où je finançais toute ta vie, pendant que tu préparais ta stratégie de sortie avec Benoît. Elle s'est levée d'un coup, faisant les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Tu sais ce que c'est d'être la femme qui ne peut rien se permettre par elle-même?
Que tout le monde sache que ton mari paie pour tout? Donc ta solution était de faire semblant que ton petit ami payait pour tout? Ce n'est pas mon petit ami. La phrase est sortie sèche et défensive. Maître Lambert et moi, c'est compliqué. J'ai ri. Et même moi, je pouvais entendre à quel point ce rire était froid. Compliqué. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Quand on enfonce sa langue dans la gorge de quelqu'un à une fête et qu'on le remercie d'avoir payé pour son éducation. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a fait face. J'ai fait une erreur, d'accord? Je me suis laissé emporter par le moment. J'ai dit quelque chose de stupide sur Instagram. Mais ça ne te donne pas le droit de détruire toute ma vie. Détruire ta vie. J'ai posé mon verre de vin et je me suis approché d'elle. Élodie, je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer. Il y a une différence. Tu as annulé mes cartes de crédit, tu as fermé mon compte en banque, tu as... Elle a fait un geste frénétique autour de l'appartement. Tu as tout coupé. Je ne peux même pas faire les courses. Bienvenue dans le monde des adultes, ai-je dit. La plupart des gens doivent réellement gagner de l'argent avant de le dépenser. Concept révolutionnaire, je sais. Son visage s'est décomposé, et pendant un instant, j'ai entrevu la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 4 ans. Vulnérable, incertaine, humaine. Puis elle s'est redressée, et le masque de l'avocate est revenu en place. Ces conditions que tu as envoyées, dit-elle, elles sont ridicules. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je m'humilie publiquement juste parce que tu traverses une mauvaise passe. Une mauvaise passe? Ai-je interrompu. Tu veux dire une réaction rationnelle à la trahison et à l'humiliation? Une réaction naturelle à la découverte que ma femme planifiait un avenir avec un autre homme pendant que je payais ses factures. Je ne planifiais rien avec Maître Lambert. Vraiment? Cette publication Instagram donnait l'impression que vous étiez une sacrée équipe. Je n'y serais jamais arrivé sans vous, mon mentor. Emoji cœur. Le message est assez clair. Maître, elle pleurait maintenant. Des larmes laides qui coulaient sur ses joues et tombaient sur cette robe champagne dorée. Je me sentais juste, éclipsé par toi, comme si je ne pouvais jamais avoir un succès qui soit vraiment le mien, comme si tout ce que j'accomplissais était juste grâce à ton argent. Alors tu as décidé de donner le crédit à Benoît Lambert. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure. Mais c'est le cas. Je suis retourné à la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller comme des diamants éparpillés. Tu as fait tes choix. Élodie, tu as choisi de ne pas m'inviter à ta fête. Tu as choisi d'embrasser Benoît devant tout le monde. Et tu as choisi de le remercier publiquement pour quelque chose que j'ai payé. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Elle m'a suivi jusqu'à la fenêtre, se tenant si près que je pouvais sentir son parfum mélangé à une odeur de désespoir et de regret. Julien, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Mais on peut arranger ça. On peut suivre une thérapie, on peut traverser ça ensemble. Tu n'es pas obligé de tout réduire en cendres. Je me suis tourné pour la regarder, cette femme que j'avais soutenue sans réserve, dans laquelle j'avais investi totalement, que j'avais aimée au point de lui confier mon cœur et mon portefeuille. Les conditions dans cette enveloppe ne sont pas négociables, Élodie. Soit tu signes, soit tu apprends à quoi ressemble la vie quand je ne suis pas là pour la subventionner. Et si je signe, alors toi et Benoît pourrez construire la vie que vous voulez, ensemble. Simplement pas avec mon argent, ni avec mon nom attaché à votre histoire de succès. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, essayant probablement de déterminer si je bluffais. Je ne bluffais pas. L'ancien Julien Moreau, celui qui croyait en l'amour et au partenariat et à la construction d'une vie commune, était mort quelque part entre cette porte de salle de réception verrouillée et cette publication Instagram. Le nouveau Julien Moreau était un homme d'affaires, avant tout. Et les hommes d'affaires ne font pas d'affaires avec des gens qui ont déjà prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. 24 heures, ai-je dit doucement. Signe les papiers ou découvre à quoi ressemble l'alternative. Le lundi matin est arrivé avec cet air d'automne vivifiant qui donne l'impression que Paris est le centre de l'univers. J'avais choisi ma tenue avec soin, un costume Tom Ford bleu marine, des chaussures en cuir italien qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens, et une cravate qui murmurait cette pièce m'appartient, sans avoir à crier. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait de faire une déclaration qui résonnerait dans le monde de la finance pendant des mois. L'immeuble de BL Conseil à la Défense
était l'une de ces tours de verre étincelantes qui criaient « Nous avons réussi » à quiconque passait par là. 47 étages d'acier et d'ambition, et l'entreprise de Benoît Lambert occupait tout le 32e. Je n'y étais allé qu'une seule fois, il y a environ 6 mois, quand Benoît avait insisté pour me faire visiter l'expansion de notre empire. Notre empire. S'il avait su, je suis entré dans le hall comme si j'étais propriétaire des lieux, ce qui, jusqu'à environ 18 heures auparavant, était essentiellement le cas. L'agent de sécurité m'a reconnu et m'a fait signe de passer, sans la procédure habituelle de badge visiteur. Le pauvre type n'avait probablement aucune idée que l'investisseur aimable qu'il saluait depuis 18 mois venait de vendre l'entreprise sous les pieds de tout le monde. La montée en ascenseur jusqu'au 32e m'a donné le temps de savourer l'ironie de la situation. Quand j'avais investi pour la première fois dans BL Conseil, Benoît travaillait dans un espace WeWork dans le Sentier, partageant une salle de conférence avec une start-up qui fabriquait des friandises pour chiens et une autre qui essayait de révolutionner l'industrie de la chaussette. Maintenant, il avait un bureau d'angle avec des baies vitrées et une vue qui coûtait plus cher au mètre carré que l'appartement entier de certaines personnes. Tout cela grâce à mon argent. Tout cela allait bientôt devenir le problème de quelqu'un d'autre. L'accueil bourdonnait de cette énergie nerveuse qui s'installe quand les rumeurs commencent à circuler et que personne ne sait de quel côté le vent va tourner. Je pouvais voir des groupes d'employés ayant des conversations feutrées près de la machine à café, et au moins 3 d'entre eux tapaient frénétiquement sur leur téléphone, probablement en envoyant leur CV à des chasseurs de tête. Monsieur Moreau, la jeune femme à l'accueil, une certaine Jessica qui avait toujours été impeccablement polie, avait l'air soulagée de me voir. Dieu merci, vous êtes là. M. Lambert a essayé de vous joindre tout le week-end. J'imagine bien, dis-je en regardant ma montre. Le conseil d'administration est toujours en réunion? Oui, monsieur. Salle de conférence à. Ils y sont depuis 7 heures ce matin. 7 heures un lundi matin. C'était l'heure du désespoir. Le genre de réunion qui a lieu quand la merde a frappé le ventilateur et que tout le monde se démène pour savoir dans quelle direction les morceaux vont voler. Je me suis dirigé dans le couloir vers la salle de conférence, passant devant des bureaux où les étoiles montantes de BL Conseil se demandaient probablement si elles auraient encore un emploi d'ici le déjeuner. L'ironie ne m'échappait pas. J'allais assister à un conseil d'administration d'une entreprise que je ne possédais plus pour discuter de problèmes que j'avais créés, avec des gens qui n'avaient aucune idée que j'étais la source de leur cauchemar actuel. La salle de conférence avait des murs en verre, donc je pouvais voir l'état des lieux avant même d'ouvrir la porte. 7 personnes autour d'une table en acajou qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, et elles avaient toutes l'air d'avoir été percutées par un train de marchandises transportant de mauvaises nouvelles. Des documents financiers étaient éparpillés sur la table, des ordinateurs portables affichaient des feuilles de calcul qui ressemblaient probablement à des scènes de crime, et tout le monde avait ce regard choqué de quelqu'un qui se rend compte que son univers professionnel s'effondre en temps réel. Notamment absent, Benoît Lambert. J'ai frappé une fois, et j'ai ouvert la porte. La conversation s'est arrêtée net, et 7 paires d'yeux se sont tournés vers moi avec l'espoir désespéré que l'on voit dans un film catastrophe quand la cavalerie arrive enfin. Julien, Brad Kelly, le directeur financier, a presque sauté de sa chaise. Dieu merci, vous êtes là. On a essayé de vous joindre tout le week-end. J'ai entendu, dis-je en m'asseyant à la place vide en bout de table, celle que Benoît occupait habituellement. Mais comme Benoît n'était pas là, je me suis dit que quelqu'un devait combler le vide de leadership. Où est notre courageux PDG? Les membres du conseil se sont regardés, essayant probablement de décider qui allait annoncer la mauvaise nouvelle. Finalement, Sarah Chen, la directrice des opérations, s'est raclé la gorge. Monsieur Lambert n'est plus avec l'entreprise, depuis ce matin. Démissionné? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Escorté dehors par la sécurité il y a environ 1 heure, dit Brad. Il a envoyé un email de démission à 6h47, très laconique, très professionnel, mais il est parti. J'ai hoché la tête comme si c'était une nouvelle surprenante, et non le résultat exact que j'avais orchestré. Un timing malheureux, compte tenu de nos difficultés actuelles. Julien, Sarah s'est penchée en avant, sa voix tendue d'une panique à peine contenue. Nous devons savoir ce qui se passe avec la structure financière de l'entreprise. Nos comptes opérationnels sont gelés, la paie est en retard, et nous recevons des appels de fournisseurs toutes les 5 minutes au sujet de paiements refusés.
Et les rumeurs, a ajouté Marcus Webb, le responsable du développement commercial. Des rumeurs d'une sorte d'acquisition, d'une OPA hostile. La presse financière nous harcèle, posant des questions sur un changement de propriétaire et une transition de leadership. J'ai regardé ces 7 personnes, celles qui avaient contribué à faire de BL Conseil une entreprise de 200 millions d'euros. Des professionnels intelligents et dévoués qui avaient travaillé 60 heures par semaine et sacrifié leur temps personnel pour concrétiser la vision de Benoît. Ils méritaient mieux que ce qui allait leur arriver. Mais malheureusement, ils étaient des dommages collatéraux. Oui, dis-je en ouvrant ma mallette et en sortant un dossier. J'ai des nouvelles qui devraient clarifier la situation. J'ai placé une copie des documents d'acquisition devant chaque membre du conseil. Le logo de Blackstone Legal Partners était bien en vue en haut de chaque page, suivi d'un langage qui serait d'une clarté cristalline et complètement dévastateur pour toutes les personnes présentes dans la pièce. À la clôture du marché vendredi, dis-je en regardant leur visage pendant qu'ils lisaient. Ils n'entendraient jamais parler de la fête de remise de diplôme, de la publication Instagram, ou du fait que leur ancien collègue s'était mis en ménage avec ma femme pendant que je finançais ses rêves professionnels. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? A demandé Jennifer Walsh, la directrice juridique, de cette voix que les gens utilisent quand ils connaissent déjà la réponse, mais espèrent avoir tort. Des représentants de Blackstone seront ici cet après-midi, dis-je en regardant ma montre. Ils organiseront des réunions individuelles avec tous les cadres supérieurs pour évaluer la structure organisationnelle actuelle et déterminer les ajustements stratégiques optimaux pour l'avenir. Traduction en langage d'entreprise. Ils vont licencier la moitié d'entre vous et restructurer le reste de l'entreprise pour l'adapter à leur vision. Ils ont payé une prime pour BL Conseil parce qu'ils croyaient acquérir le leadership et la vision de Benoît, ai-je continué. Maintenant que Benoît ne fait plus partie de l'équation, ils devront réévaluer si l'entreprise répond toujours à leurs critères d'investissement. La main de Brad tremblait alors qu'il posait les documents d'acquisition. Julien, il y a 47 employés dans cette entreprise. Certains d'entre eux ont des familles, des prêts immobiliers, des enfants à l'université. Vous ne pouvez pas simplement. Si, et je l'ai fait, dis-je en me levant et en fermant ma mallette. Blackstone Legal Partners est une entreprise réputée avec une vaste expérience en restructuration d'entreprises. Je suis sûr qu'ils prendront les décisions qui sont dans le meilleur intérêt de leur investissement. C'était une façon polie de dire « ce n'est plus mon problème ». Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté, et je me suis retourné pour faire face à la salle pleine de cadres choqués. Pour information, vous êtes tous des professionnels talentueux. Quelle que soit la décision de Blackstone, je suis sûr que vous vous en sortirez bien. Puis je suis parti, les laissant contempler le cratère fumant à l'endroit où se trouvait leur carrière. 2 semaines plus tard, j'étais dans un entrepôt rénové à Station F, regardant une génie du code de 27 ans m'expliquer comment sa start-up de technologie juridique allait révolutionner la façon dont les cabinets d'avocats effectuent leurs recherches. L'ironie de me retrouver dans le même quartier où Benoît Lambert avait lancé BL Conseil ne m'échappait pas. Sauf que cette fois, je regardais quelque chose qui méritait réellement mon investissement. L'espace n'avait rien à voir avec les bureaux étincelants de BL Conseil à la Défense. Murs en briques apparentes, sols en béton, et ce genre d'éclairage industriel qui donne à tout l'air d'un café branché. Mais il y avait une énergie ici, cette sorte d'intensité concentrée, qui se produit quand des gens intelligents construisent quelque chose en quoi ils croient réellement, pas seulement pour impressionner des investisseurs et gravir les échelons de l'entreprise. Le problème avec la recherche juridique, disait Léa Roussel, en désignant un mur couvert de tableaux blancs qui semblait avoir été attaqué par un mathématicien sous caféine, c'est qu'elle est toujours bloquée au XIXe siècle. Les cabinets paient des juniors 300 € de l'heure pour faire un travail que l'intelligence artificielle pourrait faire en quelques minutes. J'ai hoché la tête, sirotant un café dans une tasse ébréchée qui venait probablement d'une friperie voisine. Le café était horrible, amer, aqueux, et servi à peu près à température ambiante. Mais j'étais plus intéressé par ce que Léa disait que par la qualité de son service de boisson. « Montrez-moi la démo », ai-je dit. Les yeux de Léa se sont illuminés, comme si quelqu'un venait de lui offrir un financement illimité et un approvisionnement à vie en Red Bull. Elle a presque bondi vers un ordinateur portable connecté à un moniteur géant qui occupait un mur entier de l'espace de travail. « D'accord.
Imaginez que vous travaillez sur une affaire complexe de fusion-acquisition, dit-elle en faisant voler ses doigts sur le clavier. La recherche traditionnelle impliquerait d'envoyer 3 juniors passer 40 heures à fouiller dans des bases de données juridiques, la jurisprudence et les documents réglementaires. Ils factureraient au client 40 000 € pour un travail qui n'est guère plus que de la recherche par mots-clés et de la révision de documents. L'écran s'est rempli d'une interface propre et intuitive, qui n'avait rien à voir avec les bases de données juridiques maladroites avec lesquelles j'avais vu des avocats se battre pendant des années. Maintenant, regardez ça. Léa a tapé une requête de recherche qui aurait pris des jours à ses juniors pour la rechercher correctement. Les résultats sont apparus instantanément. Pas seulement une liste d'affaires et de lois, mais une analyse organisée et pondérée de la jurisprudence pertinente, avec des notes de confiance et des recommandations stratégiques. L'IA avait passé au crible des milliers de documents, identifié le matériel le plus pertinent et l'avait présenté dans un format réellement utile. Impressionnant, ai-je dit, et je le pensais. J'avais vu d'innombrables démonstrations technologiques au fil des ans, la plupart promettant de révolutionner des industries qui ne voulaient pas particulièrement être révolutionnées. Mais ceci était différent. Ceci résolvait un problème réel qui coûtait des milliards par an au cabinet d'avocats. Nous n'essayons pas de remplacer les avocats, a poursuivi Léa, clairement passionnée par son sujet de prédilection. Nous essayons de les rendre plus efficaces. Au lieu de passer des semaines à faire des recherches, ils peuvent passer leur temps sur la stratégie, les relations avec les clients, la véritable pensée juridique, les choses que les humains font réellement bien. J'ai regardé autour de l'espace de travail, observant l'installation. 6 développeurs travaillant à des bureaux debout qui semblaient avoir été assemblés à partir de pièces IKEA et de tuyaux industriels. Un espace de réunion fait d'une porte recyclée en équilibre sur des tréteaux. Des tableaux blancs, couverts d'organigrammes, de maquettes d'interface utilisateur et de ce qui semblait être un pari sur la pizzeria qui livrait le plus vite à leur adresse. Voilà à quoi ressemblait une vraie start-up, dépouillée, concentrée et construite par des gens qui se souciaient plus de résoudre un problème que d'impressionner qui que ce soit. Cela me rappelait mes propres débuts, quand je tradais des actions depuis mon studio et que je vivais de nouilles instantanées et de pure détermination. Quelle est votre situation financière actuelle ? Ai-je demandé. L'enthousiasme de Léa s'est un peu estompé. Nous nous sommes autofinancés jusqu'à présent. J'avais quelques économies de mon ancien travail chez Google et l'équipe travaille pour des parts, en attendant que nous puissions leur verser un vrai salaire. Nous avons assez de fonds pour tenir encore 3 mois environ. Et elle a haussé les épaules, comme si le fait que son entreprise soit à 3 mois de la faillite était un détail anodin. Après ça, soit nous trouvons un investisseur, soit nous retournons tous travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché les recherches que j'avais faites sur elle pendant que je prenais le métro pour venir à Station F, diplôme en informatique du MIT. 3 ans chez Google, à travailler sur des algorithmes d'apprentissage automatique. 2 ans dans une autre start-up de technologie juridique qui avait été rachetée par Thomson Reuters. Son code était élégant, sa pensée stratégique solide. Et surtout, elle résolvait un problème qui comptait réellement. Parlez-moi de votre équipe, ai-je dit. Les meilleurs ingénieurs avec qui j'ai jamais travaillé, dit Léa, désignant les développeurs qui faisaient semblant de ne pas écouter notre conversation. Sarah, là-bas, a construit le moteur de recommandation de Netflix. Marcus a travaillé sur les algorithmes de détection de fraude chez PayPal. Et Kim était le développeur principal de cette plateforme d'analyse de documents que LexisNexis a racheté pour 50 millions l'année dernière. Et ils travaillent tous pour des parts. Ils croient en ce que nous construisons. Chacun ici pourrait avoir un emploi chez Google ou Facebook demain et gagner le double de ce que je pourrais leur payer dans les 2 prochaines années. Mais ils sont ici parce qu'ils veulent construire quelque chose d'important. C'était la différence entre cette entreprise et BL Conseil. Benoît Lambert construisait un cabinet de conseil pour flatter son ego et impressionner les gens dans les cocktails juridiques. Léa Roussel construisait quelque chose qui pourrait réellement changer la façon dont toute une profession fonctionnait. De quoi avez-vous besoin pour passer à l'échelle supérieure ? Ai-je demandé. De manière réaliste, 12 millions d'euros nous permettraient d'embaucher l'équipe dont nous avons besoin, de construire notre infrastructure et de financer nos opérations pour les 18 prochains mois. 20 millions serait encore mieux. Nous pourrions nous développer plus rapidement, ouvrir un bureau sur la côte ouest, commencer à nous attaquer aux très grands cabinets. Je suis retourné vers le tableau blanc,
couvert de maquettes d'interface utilisateur. Le design était propre, intuitif, clairement conçu par des gens qui comprenaient que les avocats n'ont pas le temps d'apprendre un logiciel compliqué pour faire des recherches de base. Avez-vous parlé à des clients potentiels? De vrais cabinets? 3 cabinets de taille moyenne à Paris testent un programme pilote, dit Léa. Les retours sont incroyables. Les associés nous disent que nous leur faisons économiser 60 à 70% sur leurs coûts de recherche et que la qualité de l'analyse est en fait meilleure que ce que leurs juniors produisent. Montrez-moi les chiffres. Pendant l'heure suivante, Léa m'a présenté des projections financières, des analyses de marché et des stratégies d'acquisition de clients qui étaient étonnamment sophistiquées pour une entreprise opérant depuis un entrepôt rénové. Elle avait fait ses devoirs. Plus important encore, elle comprenait à la fois les défis techniques et les réalités commerciales de ce qu'elle essayait de construire. L'industrie juridique dépense 15 milliards par an en recherche et en révision de documents, dit-elle, en affichant une diapositive montrant la taille du marché et les projections de croissance. Si nous pouvons capturer ne serait-ce que 2% de ce marché, nous parlons d'une entreprise de 300 millions. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai jeté un dernier regard autour de l'espace de travail. 6 ingénieurs brillants, travaillant pour un toit et des pizzas, construisant quelque chose qui pourrait légitimement bouleverser une industrie de plusieurs milliards de dollars. C'était exactement le genre d'opportunité d'investissement que j'avais cherché toute ma vie. Léa, ai-je dit, et si je vous disais que je peux vous faire un chèque de 20 millions d'euros dès maintenant? 45% des parts, un siège au conseil d'administration, mais vous gardez le contrôle opérationnel total. Son visage a traversé environ 17 émotions différentes en 3 secondes. Choc, incrédulité, excitation, scepticisme et enfin, un optimisme prudent. Je dirais que soit vous êtes le meilleur investisseur providentiel de Paris, soit vous montez une arnaque très élaborée. J'ai ri. Un vrai rire. Pour la première fois depuis cette nuit devant la salle de réception verrouillée. Pas d'arnaque. Juste un type qui reconnaît un bon investissement quand il en voit un. J'ai sorti mon chéquier et j'ai commencé à écrire. À l'ordre de Lextech Technologies. Montant 20 millions d'euros. Le même montant que j'avais tiré de la vente de BL Conseil, réinvesti dans quelque chose qui méritait réellement de réussir. Bienvenue dans la cour des grands. Ai-je dit en lui tendant le chèque. Pour la première fois en 2 semaines, j'avais l'impression de construire quelque chose, au lieu de le détruire. 3 jours après avoir fait ce chèque à Léa, j'étais assis dans un box au fond d'un café tranquille du Marais, regardant la femme, qui serait bientôt mon ex-femme, tourner sa tasse de café comme si elle contenait le secret pour sauver sa réputation. Elle avait finalement accepté de me rencontrer, probablement parce que ses cartes de crédit étaient toujours gelées et qu'elle avait besoin de manger quelque chose qui ne venait pas d'un food truck. Le café était l'un de ces endroits discrets qui facturent 15 € pour une tasse de café, mais ne ressentent pas le besoin de le crier avec des néons et du latte art instagrammable. Juste du bon café, des sièges confortables et le genre de design acoustique qui vous permet d'avoir une conversation privée sans que la table d'à côté n'entende tout. Parfait pour ce que j'avais prévu. Élodie avait meilleure mine que la dernière fois que je l'avais vue, mais pas de beaucoup. Elle avait réussi à prendre une douche et à se changer, mais il y avait des cernes sous ses yeux que même le maquillage ne pouvait pas complètement cacher. Et sa posture habituellement confiante avait été remplacée par les épaules voûtées de quelqu'un qui avait passé la dernière semaine à découvrir que l'indépendance financière n'est pas seulement un slogan de magazine. Féminin, tu as l'air d'avoir dormi un peu. Ai-je dit en m'asseyant dans le box en face d'elle. Un peu. Elle a serré sa tasse de café à 2 mains, comme si c'était un gilet de sauvetage. Julien, j'ai réfléchi à tes conditions. Elles sont conçues pour m'humilier. J'ai remué le sucre dans mon expresso, considérant ces mots. Elles sont conçues pour rectifier les faits. Il y a une différence. Tu veux que j'admette publiquement que tu as payé toute mon éducation pendant que je remerciais quelqu'un d'autre. C'est de l'humiliation. C'est de l'honnêteté. Je me suis adossé au revêtement en cuir du box. Tu as choisi de réécrire l'histoire dans cette publication Instagram. Maintenant, tu as le choix de la corriger volontairement ou de laisser les autres découvrir la vérité par eux-mêmes. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, regardant par la fenêtre du café les piétons qui se dépêchaient d'aller travailler, probablement à des emplois dont l'équilibre ne dépendait pas de publications sur les médias sociaux et de plans de vengeance financière. Qu'est-il arrivé à Benoît?
Hâtée, elle finalement demandait. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne répond pas à mes appels. Son assistante dit qu'il n'est pas disponible pour le moment, et son profil LinkedIn dit qu'il est à la recherche de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai presque eu pitié d'elle. Presque? Elle semblait sincèrement croire que Benoît Lambert était une sorte de success story indépendante, un brillant esprit juridique qui avait bâti son propre empire par son talent et sa détermination. Le fait que toute son existence professionnelle avait été financée par son mari était clairement une nouvelle pour elle. Je n'ai rien fait à Benoît, ai-je dit. J'ai simplement arrêté de faire des choses pour lui. Tu es si énigmatique. BL Conseil était mon entreprise. Élodie. 90% de participation, entièrement documentée, entièrement légale. Benoît était essentiellement un employé très bien payé, que j'ai laissé jouer au PDG parce que j'aimais son plan d'affaires. La tasse de café a glissé de ses mains, claquant contre la soucoupe. Ce n'est pas possible. Les statuts de la société sont des archives publiques. Tu es avocate, tu sais comment chercher ce genre de choses. Mais il a bâti cette entreprise à partir de rien. Il travaillait 18 heures par jour, prenait toutes les décisions stratégiques, décrochait tous les clients majeurs. Avec mon argent, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les relevés de virement bancaire que j'avais imprimés spécifiquement pour cette conversation. 18 mois de fonds de fonctionnement, de capital de démarrage, de prêts d'expansion, de loyer de bureau, tout provenant de mon portefeuille d'investissement. Elle a regardé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Pourquoi? Pourquoi finançais-tu son entreprise? Parce que ma femme m'a demandé d'aider un ami qui avait du mal à lancer son cabinet de conseil juridique. Tu te souviens de cette conversation? Tu as dit qu'il était brillant, qu'il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. La couleur a quitté son visage alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Oh mon Dieu! Oui. Donc, quand tu l'as remercié d'avoir payé pour ton éducation, tu le remerciais essentiellement de m'avoir laissé dépenser mon argent pour ton éducation, pendant que je dépensais mon argent pour son entreprise. C'est comme une poupée russe financière d'ironie. Julien, je ne savais pas. Bien sûr que non. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé que ton brillant petit ami avait bâti son propre empire, et tu étais heureuse de laisser tout le monde penser qu'il était ton mécène au lieu de moi. Elle a pris sa tête entre ses mains, ses épaules légèrement secouées. Je n'étais pas sûr si elle pleurait, ou si elle essayait simplement de traiter l'ampleur de sa mauvaise évaluation de la situation. La déclaration publique, ai-je dit en sortant la version imprimée de ma mallette. Passons-la en revue ensemble, assurons-nous que la formulation est correcte. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et injectés de sang. Tu vas vraiment me faire ça? Tu vas le faire parce que c'est la vérité, et que l'alternative est de me regarder passer les 5 prochaines années à prouver au tribunal que tu as commis une fraude, en déformant la source du financement de ton éducation auprès d'employeurs potentiels et de contacts professionnels. J'ai glissé le projet sur la table, lis la voix haute, je veux m'assurer que ça sonne naturel. Elle a pris le papier avec des mains visiblement tremblantes. Je souhaite publiquement reconnaître et remercier mon mari, Julien Moreau, pour son soutien financier total tout au long de mes études de droit. C'est trop formel, ai-je dit. On dirait une vidéo de rançon. Recommence, mais fais en sorte que ça sonne comme quelque chose que tu dirais vraiment. Elle m'a regardé, comme si je lui avais demandé de réciter l'annuaire téléphonique en chinois. Comment suis-je censé rendre ça naturel? J'admets publiquement que j'ai menti sur qui a payé mes études de droit. Tu corriges publiquement une erreur. Il y a une différence. Pendant l'heure suivante, nous avons ajusté le langage, ligne par ligne, jusqu'à ce que ça ressemble moins à quelque chose dicté par un avocat de divorce et plus à quelque chose qu'une personne réelle pourrait publier sur les médias sociaux. La version finale était plus courte, plus conversationnelle, mais contenait toujours toutes les admissions clés que j'avais besoin de faire enregistrer. Quand est-ce que je publie ça? A-t-elle demandé. Ce soir. Sur Instagram, Facebook, LinkedIn, et envoyé par email aux publications juridiques qui ont couvert ma remise de diplôme. Le Monde du droit, la semaine juridique, les Échos, toutes. Ça va ruiner ma réputation. Ta réputation était bâtie sur un mensonge. Je te donne juste la chance de le corriger avant que quelqu'un d'autre ne fasse les recherches et ne le découvre par lui-même. Elle a plié la déclaration et l'a mise dans son sac à main, la manipulant comme s'il s'agissait de déchets toxiques. Et après ça,
Après que je me sois publiquement humilié et que j'ai admis que mon petit ami à succès dépensé en fait juste l'argent de mon mari, après ça, toi et Benoît pourrez construire la vie que vous voulez, ensemble. Simplement pas avec mon financement, ni avec mon nom attaché à votre histoire de succès. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Pour information, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je sais, ai-je dit. Mais c'est le cas. Et maintenant nous devons tous vivre avec les conséquences. Elle est sortie du café sans se retourner, probablement pour passer le reste de sa journée, à essayer de trouver comment expliquer à ses amis et collègues pourquoi elle était sur le point de contredire publiquement tout ce qu'elle leur avait dit sur sa relation avec Benoît Lambert. J'ai commandé un autre expresso et j'ai regardé mon téléphone. Léa avait envoyé un SMS avec une photo de leur bureau. L'équipe célébrait le nouveau financement avec du champagne qui coûtait probablement moins cher que le déjeuner habituel d'Élodie. Une vraie célébration, par des gens qui avaient réellement gagné quelque chose à célébrer. D'ici demain matin, tout le monde dans le milieu juridique parisien connaîtrait la véritable histoire derrière l'éducation juridique d'Élodie. Et pour la première fois depuis des semaines, j'avais hâte de lire les commentaires. 6 mois plus tard, je me tenais dans le soleil, qui inondait les fenêtres de mon nouvel appartement près du canal Saint-Martin, sirotant un café qui ne coûtait pas 15 €, et me sentant vraiment satisfait pour la première fois depuis des années. 2 chambres, du parquet, et absolument aucun comptoir en marbre ou bibelot de designer, criant regardez comme je suis riche. Juste un endroit normal, où une personne normale pourrait réellement vouloir vivre. Le divorce avait été finalisé 3 semaines auparavant. Rapide, propre, et exactement selon les termes que j'avais énoncés dans cette enveloppe que Sophie avait livrée, il y a ce qui semblait être une éternité. Élodie avait tout signé sans même essayer de négocier. Probablement parce que son avocat lui avait expliqué en termes très simples ce qui arrive quand on essaie de se battre contre un homme qui documente chaque transaction financière avec la précision obsessionnelle d'un comptable. Suisse, elle avait déménagé à Marseille, de tous les endroits, et travaillé dans une clinique d'aide juridique à but non lucratif, aidant les familles à faible revenu dans les litiges de logement. L'ironie qu'elle soit passée du droit des sociétés à Paris à aider des gens qui ne pouvaient pas réellement se permettre un avocat ne m'échappait pas. Peut être qu'une confrontation avec la réalité financière lui avait donné une certaine perspective sur ce à quoi ressemblent les vrais problèmes. Elle m'avait envoyé une lettre manuscrite le mois dernier. Pas tapée, mais écrite à la main, ce qui semblait en quelque sorte plus personnel que tout ce qu'elle avait fait pendant la dernière année de notre mariage. Je comprends enfin la différence entre la réputation et la valeur, avait-elle écrit. Je suis désolé qu'il ait fallu que je perde tout pour le comprendre. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau. Pas exactement comme un souvenir, mais comme une conclusion. La preuve que la femme que j'avais épousée était toujours là, quelque part sous les légendes Instagram, et le baratin de networking professionnel. Benoît Lambert avait atterri sur ses pieds, en quelque sorte. Il travaillait dans un cabinet de taille moyenne à Chicago, s'occupant d'affaires de conformité d'entreprise qui devaient l'ennuyer aux larmes après avoir dirigé sa propre entreprise. Son profil LinkedIn indiquait collaborateur senior, ce qui est le langage d'entreprise pour ancien PDG, qui est maintenant de nouveau l'employé de quelqu'un d'autre. La presse juridique était passée à d'autres histoires, mais son nom était encore parfois mentionné comme une mise en garde sur les dangers d'une expansion rapide de l'entreprise sans un soutien financier approprié. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Léa. On vient de signer le contrat avec Morrison Industries. 8 millions par an. Un verre à 10 à 8 heures? J'ai souri et j'ai répondu. Absolument. C'est ma tournée. L'Extech Technologies était devenue exactement ce que j'espérais quand j'avais signé ce chèque dans cet entrepôt de Station F. Ils avaient signé 12 clients majeurs, ouvert des bureaux à Boston et San Francisco, et étaient courtisés par des sociétés de capital risque qui voulaient mener leur levée de fonds de série B. Léa était en couverture de Legal Tech Magazine comme l'une des 30 innovateurs de moins de 30 ans de l'industrie. Et contrairement à d'autres personnes que je pourrais mentionner, elle méritait réellement cette reconnaissance. Je passais mes journées à faire des choses qui comptaient réellement maintenant. Donner des cours en tant qu'invité à la faculté de droit de la Sorbonne sur l'intersection de la technologie et de la pratique juridique. Encadrer d'autres startups qui essayaient de résoudre de vrais problèmes au lieu de simplement courir après la valorisation. Siéger au conseil d'administration de l'Extech et regarder des gens brillants construire quelque chose qui allait tous nous survivre.
L'appartement était calme, à l'exception du bruit lointain de la ville faisant ce qu'elle fait. Il n'y avait pas de meubles de designer qui coûtaient plus cher qu'une voiture, pas de collection d'art qui n'existait que pour impressionner les invités des dîners. Il n'y avait aucune trace de la vie que j'avais bâtie avec quelqu'un qui ne voulait rien construire avec moi. Juste du soleil, du bon café et la satisfaction d'avoir gagné. Pas gagné parce que j'avais détruit la sécurité financière d'Élodie ou mis fin à la carrière de PDG de Benoît ou forcé les deux à affronter la réalité de leur choix. J'avais gagné parce que je m'étais libéré d'une relation bâtie sur des transactions plutôt que sur la confiance. J'avais gagné parce que je n'étais plus en train de subventionner des gens qui considéraient mon argent comme un dû, pas comme un cadeau. J'avais gagné parce que j'investissais enfin dans des choses qui méritaient de réussir. En travaillant avec des gens qui voulaient construire, pas seulement consommer. En vivant une vie qui m'appartenait, au lieu de jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre sur les médias sociaux. Mon téléphone a sonné. C'était encore Léa. Changement de plan, a-t-elle dit. Toute l'équipe veut célébrer le contrat Morisson. On pense à ce nouveau rooftop à République. Tu viens? J'ai regardé autour de mon appartement normal, avec ses meubles normaux et son absence totale de moments instagrammables. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait nulle part où je préférais être que de célébrer avec des gens qui avaient réellement accompli quelque chose. J'arrive, ai-je dit. On se voit là-bas. J'ai pris ma veste et je me suis dirigé vers la porte, laissant derrière moi le soleil, le silence et la satisfaction d'une victoire bien exécutée. Il était temps d'aller célébrer avec des gens qui comprenaient la différence entre construire quelque chose de réel et avoir l'air de réussir en ligne. Il y a 6 mois, devant cette porte de salle de réception verrouillée, je pensais que ma vie était finie. Il s'est avéré qu'elle ne faisait que commencer.